Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans la grande question. Je commence déjà par vous dire que cette émission vous est proposée par le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sciences contemporaines en collaboration avec Wafrica TV. Nous remercions le professeur Armand Lekaï-Somba qui nous permet cette opportunité et dans cette belle salle. 3 semaines à peu près après la Coupe d'Afrique des Nations, il nous a été important d'évaluer avec des universitaires ce parcours, ces 4 semaines qui sont passées au Cameroun et qu'ensemble nous voyions comment est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations peut se présenter comme sujet, comme objet de réflexion. Je commence par vous présenter les panélistes. Je vous présente le docteur Francis Mvo, qui est historien. Bonjour docteur. Bonjour cher. Docteur Claude Lukombo, les téléspectateurs de Wafrica TV vous reconnaissent sur les questions de sport puisque vous êtes spécialiste. Bonjour. Bonjour. Professeur Armand Lekaï-Somba est directeur du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Bonjour professeur. Bonjour Jacques et merci disons de venir ici dans cet espace partager avec nos auditeurs des problématiques qui nous tiennent à cœur dans le cadre de ce laboratoire. Merci infiniment professeur. Professeur Armand Lekaï-Somba, je commence par vous. Est-ce qu'on peut parler d'une sociologie de la Coupe d'Afrique des Nations ou bien d'une sociologie du sport, tout simplement? De toute évidence, la sociologie du sport est un domaine consacré de la sociologie aujourd'hui. C'est un sous-champ très prisé depuis au moins une 50aine d'années, même si les recherches sur ces problématiques dans le contexte local commence effectivement à prendre de l'intérêt, mais c'est un vieil objet, pourrait-on dire, de la sociologie. Et bien entendu, on peut, dans le contexte qui est le nôtre, parler d'une sociologie de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, le sport, en tout cas le football notamment, a fini par s'imposer en utilisant des mots qui me rappellent un peu l'expression de Marcel Mauss. Le football est devenu un jeu social total. Il ne s'agit pas simplement d'un jeu collectif, comme il est connu, mais il est devenu un jeu social total au sens où, finalement, autour du football, de sa pratique, de ses implications et de tous les intérêts des acteurs qui sont autour, on a fini par construire, finalement, disons, un espace où toute la société, toutes les formes disons, de respiration de la société se coagule. Et donc, la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, c'est une vieille institution et qui, de plus en plus, et chaque année, disons, essaye de faire sa route. Et donc, chaque fois qu'un pays, qu'une nation reçoit la Coupe d'Afrique des Nations, on a presque l'impression que toutes les activités s'arrêtent pour se concentrer autour. Et donc, en tant que tel, cela porte un certain nombre de logiques, cela porte un certain nombre de passions, cela porte un certain nombre de croyances, cela soulève un certain type de problématiques liées à la distinction internationale, à des enjeux diplomatiques, à des enjeux économiques, à des enjeux culturels, à des enjeux sociaux. Et finalement, donc, il y a une légitimité à pouvoir faire une sociologie de la Coupe d'Afrique des Nations. Professeur, comment est-ce qu'on pourrait définir la sociologie du sport? Bon, la sociologie en tant que, disons, étude des faits sociaux, hein, c'est pour être simple, oui. On a tendance à réciter 2 phrases. La phrase de Durkheim, un des fondateurs de la sociologie, tradition française, et la phrase de Weber, tradition allemande. Pour Durkheim, la sociologie étudie les faits sociaux. Le sport est un fait social. D'abord en tant que jeu, un jeu collectif qui implique une diversité d'acteurs. Le sport, disons, cimente un certain nombre de croyances, cimente et fabrique un certain nombre, disons, de passions. Et donc tout cela mis ensemble, c'est un lieu de coagulation des faits sociaux. Donc, il y a une série de faits sociaux, il y a un fait social du sport qui peut être interrogé comme tel. Et dans la tradition weberienne, qui définissait la sociologie comme l'étude de l'action sociale, hein, donc il y a une série de pratiques et d'actions. Hein. L'action sociale est une action humaine douée de signification. Il y a des actions
toutes les actions étant rationnelles par rapport à des valeurs, par rapport à... Donc on peut considérer que la sociologie du sport est effectivement cette sous-discipline de la sociologie qui étudie les manières de pratiquer le sport, les croyances qui sont contenues dans ces manières, les logiques qui se construisent autour de cette pratique sportive, de ces pratiques collectives et les conséquences aussi bien sociales, culturelles ou symboliques que cette pratique a donc sur la manière dont les gens se représentent eux-mêmes, se représentent leur identité, se représentent leur communauté, leur collectivité. Merci infiniment, professeur. Une omission de ma part, chers téléspectateurs, c'est les étudiants de sociologie qui sont avec nous pour l'émission. Dans la dernière partie, ils vont poser des questions aux panélistes qui sont là avec nous. La plupart sont des étudiants en thèse de doctorat, donc des doctorants, oui, et qui sont nos assistants dans le cadre du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Merci, professeur. Merci à vous de nous donner de votre temps pour que nous puissions réfléchir ensemble. Docteur Francis Nvor, est-ce que le sport, est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations en tant que phénomène social intéresse les historiens au département d'histoire? La Coupe d'Afrique des Nations est un fait, parce que ce n'est pas la première édition qui a eu lieu au Cameroun. Et donc, à partir de là, l'historien est obligé de s'y intéresser. Et l'historien remonte à la première CAN pour prendre comme variable inférieure à celle camerounaise comme variable supérieure pour pouvoir mieux comprendre les différentes mutations et comprendre son évolution d'abord sur le plan de l'organisation, sur le plan de la motivation et également sur le plan des acteurs qui interviennent pour que cette compétition qui est une fête, qui ne se limite pas qu'au sport, qui prend toutes les composantes de la société, puisse donc être un objet d'étude. Et à partir de là, l'histoire qui restitue la vérité est obligée de s'y intéresser, qu'on le veuille ou pas. Et en s'y intéressant, propose d'autres pistes, tout en utilisant la sociologie, comme le professeur l'a relevé tout à l'heure, en utilisant la science politique, en utilisant même la géographie pour comprendre un certain nombre d'éléments qui font de l'organisation des différentes compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations. Docteur, ce qui intéresse le chercheur camerounais, c'est les deux, on a organisé seulement 2 éditions, ou alors c'est la Coupe d'Afrique des Nations en général, depuis les commencements. Toutes les composantes intéressent aux chercheurs camerounais. D'abord pour celui qui a vécu la CAN 72 oui, à la télé, sans être au Cameroun, celui qui l'a vécu au stade, en étant au Cameroun, et pour celui qui vit actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il a juste revu dans les livres. Maintenant, donc, cette compétition intéresse beaucoup de générations. Et à partir de ce moment, il est important que l'historien également interroge la compétition pour pouvoir comprendre pourquoi, après 35 ans, ou plus de 30 ans d'ailleurs, le Cameroun a pu l'organiser et dans quelles conditions, par exemple, certainement pour relever un certain nombre de motivations politiques, de motivations économiques et également un certain nombre de motivations liées au soft power, qu'on peut encore relativiser à ça. Qui permettrait certainement d'être plus efficace dans les prochaines éditions. Pour mieux organiser la CAN 2021, il a fallu que le Cameroun s'inspire de la CAN 1972. Oui. Et à partir de là, on ne va pas dire que l'histoire n'a pas été utile à ce niveau. L'histoire, bien évidemment, a été utile à tous les pans de l'organisation, pas seulement de la CAN 72 au Cameroun, mais également de la CAN 2019 en Égypte, pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré et qu'est-ce qui peut être vendu aux autres. Et donc, la CAN, le politique a utilisé la CAN camerounaise comme un élément pour vendre l'image du Cameroun à l'international. On n'a qu'à voir le taux d'audience de cette compétition pour comprendre que même si les rentrées économiques ne sont pas importantes, mais il y va d'abord de l'image du Cameroun. Et à partir de là, l'historien et la science historique sont obligés de comprendre le fait et de l'étudier. Merci, docteur. Docteur Claude Bekombo, vous venez de publier l'État et l'équipe nationale de football au Cameroun. Comme si l'équipe nationale de football au Cameroun était une propriété de l'État. Je ne sais pas si j'exagère. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Non,
L'équipe nationale du Cameroun n'est pas la propriété de l'État du Cameroun. Non, c'est une figure de style qui est employée par tous ceux qui gravitent autour de cette équipe nationale pour montrer plutôt combien l'État du Cameroun prend l'équipe nationale au sérieux et s'occupe de cette équipe nationale de manière spécifique. Nous l'avons démontré dans nos livres à travers la légifération, c'est-à-dire que c'est la seule sélection, la seule discipline sportive pour laquelle il y a une sélection nationale qui a un décret, qui a eu un décret en 1972 et un autre décret en 2014. Il n'y a pas une autre discipline sportive qui peut se targuer d'avoir eu ce type d'attention de l'État. C'est la raison pour laquelle ce livre particulièrement est dans une logique de comprendre quelle est la téléologie du législateur. Pourquoi est-ce que l'État en vient à légiférer sur son équipe nationale? Donc ça rentre dans les questions préliminaires que vous avez posées aux autres panélistes. Le sport est donc une activité sociale, certes, autour desquelles se développent différents types d'actions sociales où interviennent plusieurs types d'acteurs. Pierre Bourdieu s'intéressait plus à ces différents types d'acteurs-là. Il a même essayé de comprendre qu'est-ce qu'est un sportif. Je pense que c'est ce jeu entre les actions sociales, les acteurs sociaux, qui fait en sorte qu'on peut parler de sociologie du sport. Parce que, clairement, le sport est une activité sociale qui déchaîne plusieurs types de passions, d'intérêts, et qui fait intervenir des acteurs de plusieurs natures. L'État n'est pas le seul. Il y a des acteurs qui sont des acteurs transnationaux qui s'intéressent au sport. Donc c'est vraiment un laboratoire fertile pour les sociologues. Parce que vous avez Norbert Elias qui s'est intéressé à ces questions-là. Vous avez la majorité des sociologues, Pierre Bourdieu. D'ailleurs, ils sont un peu inconnus de ceux qui travaillent sur le sport à partir d'autres disciplines, à partir de la géographie, à partir de l'histoire, à partir de la science politique, des relations internationales ou même du droit. Mais ils doivent s'intéresser aux sociologues du sport parce que ces sociologues du sport-là ont effectivement analysé les rapports entre le sport et la société. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Pour ce peuple de Congo, j'imagine que l'étudiant qui nous regarde, je vous ai présenté tout à l'heure comme spécialiste du droit du sport. Si on veut être spécialiste, si on veut étudier le sport en tant qu'objet d'étude, ou bien le droit du sport, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Alors, comme toute activité sociale, nous sommes au département de sociologie, il faut être précis. Comme toute activité sociale, le sport s'est organisé autour des règles. Et ces règles-là ont été adoptées par la communauté sportive, qui est une communauté spécifique. C'est une communauté qui est à côté des États, elle est transétatique. C'est en général les organisations non gouvernementales qui se sont constituées. On va faire fi de tous les éléments historiques, mais dans les années 1889 pour le CIO et 1904 pour la FIFA, il y a eu donc création des organisations sportives internationales sous la forme juridique des organisations non gouvernementales, qui sont donc des organisations qui sont en marge du fonctionnement étatique. Et ces organisations-là se sont créées pour encadrer le jeu, pour encadrer les compétitions sportives internationales. Et ont donc, à partir de leur création, de leur statut, créé des règlements qui organisent le jeu. Et tous ces règles-là font donc partie de ce que nous pouvons appeler la Lex Sportiva. Donc, c'est les règles de ces organisations internationales-là qui ont été créées pour encadrer le jeu. Alors, être spécialiste du droit du sport, c'est étudier ces règles-là. Étudier quelles sont les règles qui consacrent la partition de ces règles-là. Comment est-ce que ces règles-là ont une cohérence interne? Quelles sont les interactions entre les règles de cette communauté-là et les règles des autres communautés, comme la communauté étatique, comme la communauté politique, comme la communauté économique? Comment est-ce que ces règles entrent en interaction? Et quelle est la logique de cohérence interne de ces règles, la logique autonomiste? C'est-à-dire, est-ce que ces règles-là se suffisent à eux-mêmes pour régler les problèmes d'une corporation? Parce que effectivement, l'organisation du sport n'est pas différente de l'organisation d'autres domaines de la vie.
L'organisation des marchands est spécifique. L'organisation au niveau numérique est spécifique. On a la Lex Numérica. Au niveau des acteurs du pétrole, on a la Lex Petrolia. D'accord. Au niveau des marchands, on a la Lex Mercatoria. Donc, c'est des règles qui consacrent le fonctionnement au sein des corporations. Donc, c'est du droit corporatiste, du droit spontané. Ça n'a absolument rien à voir avec les États. Donc, il y a des règles qui permettent, on peut être plus technique, de gérer l'internormativité ou l'intranormativité. Je l'ai dit de manière claire avant. Donc, c'est cela, être spécialiste du droit du sport, s'occuper de toutes ces questions-là. Merci, docteur. Professeur Amouan Kaïsoba, est-ce que le sport intéresse les chercheurs au département de sociologie du Cameroun, par exemple? Alors, absolument, même si cet intérêt ces dernières années n'a pas été aussi significatif, mais je pense que aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, nous voyons bien les tendances émergentes au niveau des jeunes chercheurs qui nous viennent, ce qui les intéresse, mais de manière beaucoup plus spécifique. Nous devons quand même souligner l'existence d'une thèse de doctorat, une thèse de doctorat soutenue il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, déjà, il y a moins de 10 ans, qui a été fait en co-tutelle avec une université française. C'est la thèse de Désiré Manirakiza, qui est un collègue d'origine burundaise et qui a donc structuré sa thèse, ainsi que certaines de ses publications postdoctorales autour des problématiques de la sociologie et de la sociologie du sport. Donc, disons que de manière classique, compte tenu, disons, des spécialisations qui sont offertes au niveau du département, qui sont au nombre de 3, sociologie politique, population et développement, urbanité et ruralité, très souvent, les jeunes chercheurs ont besoin parfois d'être encadrés, d'être titillés, leur attention doit être attirée parfois par certains de leurs maîtres pour leur dire on peut aborder les problématiques de la sociologie politique à partir d'une entrée sur des questions de sport. Il évoquait tout à l'heure toutes ces organisations. Vous prenez la FIFA, c'est une grosse organisation. Vous prenez la CAF, c'est une grosse organisation. Vous prenez la FECAFO, c'est une organisation. On peut faire un travail de sociologie des organisations en ne s'intéressant qu'à la manière dont la FECAFO ou ses rapports avec, etc., etc. Donc on peut voir comment l'État contribue à fabriquer les imaginaires, l'imaginaire de l'identité nationale, les imaginaires autour du patriotisme. Comment est-ce qu'on construit, disons, le sentiment d'appartenance collective à partir d'une certaine exploitation de la figure de Mila, d'Eto ou de l'équipe nationale, la récurrence de l'invocation du président de la République aux lions indomptables, etc. Donc, tout ça, nous avons là une série de champs absolument fertiles qui nous sortent un peu du stade en tant que tel, du jeu en tant que tel, mais qui nous ramènent, disons, à ce qui tourne autour des enjeux. Et donc, je crois que c'est un vaste chantier qui commence à peine à être défriché par les jeunes chercheurs. Docteur Mbo, est-ce que la compétition fait l'histoire? Est-ce que la compétition, on vient d'assister à la Coupe d'Afrique des Nations comme compétition, est-ce que dans cette... Parce que je rappelle que pour préparer cette émission, j'ai regardé, je n'ai pas lu entièrement le livre de Pascal Duvet, Sociologie de la compétition, Sociologie contemporaine, qui est publié chez Armand Collin en 2009. Est-ce que, et dans le livre, il dit justement que la compétition permet d'organiser les rapports sociaux. Et dans ce choc-là, est-ce que vous y voyez une dimension historique? Est-ce que la compétition fait l'histoire? Parce que moi, je considère l'histoire pas seulement comme l'étude du passé, mais aussi comme la prospective. Ok, c'est vrai que l'historien ne s'occupe pas de ce qui va se passer demain. Il est loin d'être un marabout. Il s'occupe de ce qui s'est passé hier pour mieux comprendre le présent. Donc, la CAN camerounaise, par exemple, relève du passé. Oui. Et désormais, on fait de l'histoire. Et les historiens doivent en étudier pour permettre à ceux qui s'occupent de la prospective de pouvoir s'en inspirer afin de prendre des décisions utiles. Donc, la compétition telle que la CAN est un fait de l'histoire désormais. Et à partir de cette compétition, s'il arrive que le Cameroun organise une autre,
il va de soi que le Cameroun va s'en inspirer de tout ce qui s'est passé. Si on circonscrit seulement le cadre de l'Olembe, le Cameroun va s'en inspirer du cas Olembe pour éviter qu'il y ait encore cela. Pas seulement sur le plan du football, mais également dans toute autre organisation que sportive, dans le handball, le basketball, ou même les organisations à caractère typiquement culturel, telles que les concerts de musique et tout le reste. Cela permet donc à ceux qui sont censés sécuriser les événements de mieux capitaliser les événements passés en fonction de tous les rapports, des synthèses documentaires, des synthèses d'émissions pour éviter un certain nombre de choses. Donc, à partir de là, nous sommes d'accord que la compétition devient en fait de l'histoire. Juste un détail, je m'excuse. Comme ça a failli m'échapper tout à l'heure, la question par laquelle tu as introduit Claude Djabéa, est-ce que l'équipe nationale est une propriété de l'État? Il a eu raison de dire que ce n'est pas une propriété de l'État. Et j'ai même pensé qu'il allait dire que c'est un patrimoine collectif. C'est-à-dire que pour moi, c'est une nuance qui renvoie à deux choses différentes. Ce qui implique, de mon point de vue, et là peut-être je peux vous raconter rapidement une anecdote, je ne sais pas si l'occasion nous sera donnée d'évoquer toutes formes de passions qui se construisent autour. J'étais étudiant à l'époque et je crois, et là je parle spécifiquement du foot, le Cameroun était probablement ou en Coupe du Monde ou c'était un match éliminatoire, je ne sais plus exactement. Alors, il y a un arbitre qui, du point de vue de la perception générale, on estimait qu'il avait mal arbitré le match. C'était un Français, son nom est resté célèbre, cet arbitre. Je vous assure qu'à la fin de la rencontre, en tant qu'étudiants, nous sommes sortis dans la rue, nous avons... les étudiants se sont mobilisés, il y a des gens qui cassaient les symboles français, etc., dans un contexte où presque rien ne nous mobilisait plus. C'est-à-dire que même les conditions dans lesquelles on étudiait ne nous révoltaient pas, mais nous étions révoltés par une certaine injustice. Et c'est ça qui fait que la déclaration que le président de la République fait, est-ce que c'était en 88 ou en 87, il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur, ni de sport réservé. Il est évident, et Claude Djabéa l'a dit tout à l'heure, c'est la seule équipe qui a bénéficié de 2 décrets. Aucune autre discipline sportive n'a eu le privilège de jouir dans sa structuration du décret présidentiel. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même des sports majeurs. Il y a des sports majeurs. Même si théoriquement, on peut essayer de faire un discours un peu, disons, de circonstances. Et c'est ça qui m'a amené à penser que à l'époque, j'écoutais, je crois, c'est les propos qu'on attribue au ministre brésilien du sport, qu'on peut appliquer au cas camerounais. Un journaliste lui pose la question de savoir quel est le sport le plus populaire au Brésil, et le journaliste était surpris de se rendre compte que le ministre brésilien du sport affirme que c'est le volleyball. Bon, devant l'étonnement du journaliste, le ministre des Sports lui-même est étonné, il dit mais non, vous m'avez posé une question, quel est le sport le plus populaire au Brésil? Et je vous dis, le sport le plus populaire au Brésil, c'est le volleyball. Si vous m'aviez posé la question de savoir, parce que là, le football ici au Brésil est une religion, c'est pas un sport. et donc, c'est-à-dire que cette anecdote rapportée dans le cas brésilien s'applique de manière évidente dans le contexte camerounais. C'est une religion, c'est-à-dire un phénomène qui relie des gens par-delà les différences, qui fait transcender les identités. La question du nozo que nous traversons en tant que tragédie nationale, fratricide expérimentée ici, on voit bien ce qui s'opère. Dès lors que la Coupe d'Afrique des Nations, le football, l'équipe nationale, etc. Donc nous avons là quelque chose, c'est vraiment un jeu social total. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, disons, prendre le football et croire que vous ne parlez que du football. Et même les polémiques actuelles autour de la FECAFOOT, du rapport entre Eto'o et le ministère des Sports, rendent compte effectivement de ce que il s'agit de émotions que le football peut générer au Cameroun. Docteur Francis Vos, je reviens à vous et je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez fait une thèse sur le sport.
Est-ce qu'on peut relever comme ça, en restant sur les émotions dont évoque le professeur Lecard, est-ce qu'on peut relever comme ça au Cameroun des séquences historiques qui ont été résolues par le sport? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment donné, des compétitions, une Coupe d'Afrique qu'on a gagnée a permis de résoudre un problème social? Parlant de compétition, je voulais d'abord commencer par parler du match des demi-finales du Cameroun. Peut-être ta thèse, même. Qui a résolu? Qui a résolu? Le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun est le seul parti, bien la seule religion qui ne cherche pas à savoir celui qui joue là vient d'où. Oui. On ne cherche pas vraiment, on n'en pense même d'ailleurs pas. Oui. Il peut m'arriver que les 11 joueurs soient tous de Malantoin pour qu'on ne se poserait aucune question. Contrairement à d'autres domaines de l'activité, c'est le dernier des soucis des Camerounais. Le plus important pour les Camerounais, c'est de jubiler. Le plus important. Donc à partir de là, je vous dis que seulement sur le plan émotionnel, les matchs des Lions résolvent beaucoup de problèmes et beaucoup de situations. Imaginez-vous un seul instant qu'on ait encore fait glisser l'organisation de cette CAN au Cameroun. Imaginez ce que ça allait donner. Peut-être que ça allait être pire que la bousculade de l'Embe. On a vu quelques vidéos dans des familles où les enfants ont pleuré. On en a vu après l'élimination au demi-finale. On a vu des enfants parfois qui n'avaient pas l'air d'être des Camerounais. On a vu au stade qui pleuraient. Et donc à partir de là, maintenant sur le plan de l'histoire, effectivement, peut-être pas de façon formelle, mais les victoires, les compétitions camerounaises ont réglé un certain nombre, les victoires des Lions ont réglé un certain nombre de différends, tant national qu'international. Si nous prenons même la victoire du Cameroun face au Nigeria en 2002, vous vous rendrez compte qu'elle a contribué à pacifier les relations entre le Cameroun et le Nigeria avec l'affaire Bakassi. Et beaucoup d'éléments nous donnons raison à ce sujet. Nous l'avons d'ailleurs évoqué dans nos travaux de doctorat. On dit que le sport est un élément fédérateur, davantage en Afrique et même partout dans le monde. Et au Cameroun, il vous est souvenu par exemple en 2002 que vous ne vous rendiez pas compte qu'à 2 heures, vous étiez obligé d'être debout pour regarder un match de football de Lyon, qu'à 8 heures, vous étiez obligé de ne pas peut-être aller au boulot pour ceux qui travaillaient déjà, parce qu'il fallait regarder un match de Sydney. Et à partir de là, on est prêt pour le football à abandonner toutes nos activités. Le football a obligé, par exemple, nos gouvernants à prendre la décision de ne pas faire traîner les enfants à l'école et de permettre à ce que tout le monde ne dise pas que c'est au nom du travail que je ne suis pas allé regarder un match. Même si on n'allait pas au stade, qu'à partir seulement de ce corpus-là, on se rend compte que c'est un sport, c'est une discipline que nous capitalisons très peu, malheureusement, pour pouvoir résoudre des situations de capitalisation très peu. Et si j'avais été, par exemple, auprès de ceux qui décident, je leur aurais suggéré, par exemple, lorsqu'ils construisaient des infrastructures, de construire une infrastructure en plein Bamenda pour faire jouer un match de cette CAN à Bamenda. Je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu les menaces qu'on disait là. La preuve, si vous avez pris des échos de Bamenda pendant les matchs de Lyon, vous vous rendez compte que c'était les stars. On oubliait un peu la guerre, on oubliait un peu qu'on a perdu des gens, mais on jubilait d'abord. Même si vous allez dans les familles de ceux qui ont perdu des êtres au Lembe, pendant la demi-finale, ils ont d'abord oublié qu'ils avaient des corps à la mort, ils jubilaient d'abord. À partir de là, le sport, le football doit être un élément d'abord de psychologie, un élément de sociologie, un élément qui permet de penser certaines plaies avant de pouvoir les guérir. On l'utilise malheureusement mal dans notre pays. Peut-être vais-je embrayer sur les terrains de mon ami Claude Gaveya, en renforçant ce que Francis vient d'évoquer, c'est-à-dire sur la construction du marketing international de l'État du Cameroun autour de son équipe, autour de ses victoires ou autour de certains de ces grandes figures, c'est-à-dire depuis Mila, Nkono ou encore plus récemment Eto'o-Fils. C'est-à-dire que si vous reprenez la question de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a résolu un problème. Quand je dis résolu, mais ce n'est pas aussi visible. C'est parfois des processus immatériels et symboliques. Pendant très longtemps, le Cameroun a construit une grande part de son marketing international sur sa stabilité légendaire et sur cette idée qu'il n'y avait jamais eu de friction
ni intertribal, c'était la terre d'accueil, etc. Le Cameroun a perdu cette sorte de distinction à la fois africaine et sous-régionale, dans un contexte où la plupart de nos voisins se faisaient la guerre, des gens fuyaient les pays pour être accueillis au Cameroun. Nous l'avons perdu depuis la question Boko Haram, mais surtout plus grave encore, depuis cette expérience de fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais vous avez bien vu que la plupart des grandes chaînes de télévision, durant la période d'organisation de la CAN, ne présentaient que nos infrastructures sportives, interroger nos sportifs, visiter les hôtels. La question de l'insécurité ou de ces affrontements, même si ça persistait, etc., était mis sous les ténoirs. Oui. Et donc ça a pu permettre que pendant un temps, les gens puissent être rassurés que à Limbe, à Boya, dont des matchs se jouent, dont la psychose sécuritaire ou insécuritaire qui était largement relayée par des médias et par un contexte politique extrêmement tendu n'est pas aussi catastrophique que ça et dont les investisseurs peuvent encore. Donc, il y a parfois ce genre de phénomènes qui sont invisibles mais qui permettent de se rendre compte que le pays gagne, disons, en assurance et, disons, repousse un stress collectif, un stress politique qui a été longtemps entretenu par nos propres turpitudes. Et même un doute de capacité à pouvoir accueillir certains événements. Autant Bekobo, parlons du supporterisme. Ça, c'est quand même intéressant. Je voulais même dire, on peut même penser qu'on déborde les limites. Que se passe-t-il pour que le sport associe et fragilise en même temps les citoyens d'une nation? Je vais encore m'appuyer sur Pierre Bourdieu. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qu'il appelle l'habitude sociale, il y a une dimension que le sport incarne bien. C'est-à-dire la dimension d'annihiler les différences. C'est-à-dire qu'à travers la pratique sportive ou l'activité sportive, on n'identifie plus les êtres humains ou alors les individus par leur différence, leur origine, leur appartenance à différentes catégories ou clans sociaux. Non, une équipe, c'est une équipe. Je pense que le professeur Leca et le docteur Volon très bien dit, une équipe, c'est une équipe. On ne cherche pas à savoir qui vient d'où et pourquoi est-ce qu'il est là. Je pense aussi que les sociologues, Jean-Marie Brom en premier, sont ceux qui ont effectivement analysé aussi cet aspect, je ne vais pas dire nocif, mais cette tendance à ce que le sport puisse représenter l'état de la société. C'est-à-dire dans le sport, il ne faut pas croire que le sport est totalement lisse. Non, le sport aussi est le dépotoir ou alors le réceptacle de toutes les frustrations sociales. Peut permettre donc que ces frustrations sociales s'expriment, peut permettre que les tensions latentes puissent aussi s'exprimer à l'occasion du sport. Nous l'avons vu lors de cette CAN avec, vous parlez de supporterisme, avec ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun sur les réseaux sociaux. Effectivement, ça confirme les hypothèses de ces sociologues-là, qu'on peut apprécier ou non, mais au moins ils ont une analyse de l'existant. Mais ce n'est pas, ça serait se tromper que de voir que le sport, ce n'est que ça. Parce que le sport résout aussi une série de problèmes. Vous avez posé une question tout à l'heure sur les différents moments. Oui, nous avons la Coupe du Monde 90 et les villes mortes. Je pense que il y a beaucoup de travaux dans ce sens. Moi-même, je pense que j'ai quelques articles dans ce sens qui démontrent effectivement que la victoire des Lions indomptables de 1990 a permis à ce que l'espace politique tendu de 1990 à 1994 soit quand même assaini, que la violence soit, comme le dit Norbert Elias, maîtrisée. Parce qu'effectivement, vous savez que il y avait des villes mortes, il y avait des tendances à la violence physique, à la violence. Certes, aujourd'hui, il y a une résurgence du discours communautaire, mais à l'époque, il y avait déjà des relents de ce discours communautaire-là, que la qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde de 1994 a apaisé avec l'opération Coup de cœur, organisée où, effectivement, on s'est rendu compte
que ce qui nous divisait était moins important que ce qui nous unissait. Et que effectivement au Cameroun, au sortir de ces batailles politiques qui sont issues du vent de démocratisation, de ces batailles politiques, qu'on pouvait se mettre ensemble pour soutenir l'équipe nationale de football qui manquait de moyens pour participer à la Coupe du Monde de 1994. Et on a donc vu organiser par le gouvernement camerounais cette opération coup de cœur qui a permis en sorte que tout le monde, du plus petit au plus grand, contribue et qu'au niveau national, qu'on sache que tel a contribué 10 000 francs, 5 000 francs, ainsi de suite. Il y avait même des contributions des associations, c'était la course à ceux qui devaient contribuer le plus. Voilà un moment assez intéressant. Vous parliez, on peut aussi prendre un autre marqueur qui est la Coupe d'Afrique de 2017. Vous savez très bien que la crise du Nozo commence à prendre une tendance non seulement nationale mais internationale à partir de 2016, effectivement, à partir de 2016. Et le Cameroun, je pense que le professeur Lecala a rappelé à propos que le Cameroun quitte du curseur pays de paix, pays d'opportunité, à curseur pays à risque, pays où l'insécurité sévit, et perd donc, il a très bien présenté cela, perd donc cette virginité internationale qui marquait sa spécificité. L'espoir de l'équipe nationale en gagnant la CAN 2017, et vous allez vous rendre compte, le professeur Lecala en parlait tout à l'heure, dans la tête de beaucoup de Camerounais, dans l'imaginaire, je ne sais pas s'il est conçu, s'il est institué des Camerounais, nous avons l'impression que cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, nous ne l'avons pas gagnée. Parce qu'effectivement, l'équipe n'était pas attendue, cet espoir n'était pas attendu, et qu'ils ont réalisé, entre guillemets, ce qu'on appelle un hold-up. Mais ce hold-up a permis que cette équipe, du retour de cette victoire, aille au nord-ouest et au sud-ouest présenter la coupe, avec les enfants du nord-ouest comme Dip Tambe et ainsi de suite, qui allaient présenter la coupe, et a permis de faire en sorte que pendant les espoirs, les différents espoirs de cette équipe, les espoirs inattendus, qu'effectivement au nord-ouest et au sud-ouest, qu'on ne sente plus un coup de canon pendant cette période. C'est la même chose qui s'est passée lors de la CAN en 2021, où effectivement, avant la CAN, si vous avez été attentif à ce qui se passait dans le pays, nous passions d'exaction en exaction. Mais dès qu'il y a eu, comme le disait le docteur Nvo, l'assurance que le Cameroun va organiser cette CAN, et que effectivement nous nous approchions de la date du début de la compétition, nous avons aussi curieusement remarqué qu'il y avait une accalmie dans la zone du Nozo, et que pendant toute la CAN, on a dénoncé aucune exaction possible. Alors le sport a cette faculté de donner l'ékéchéria, qui est ce qu'on appelle la trêve olympique en Grèce antique, c'est-à-dire que pendant la compétition sportive, même les belligérants regardent le sport. C'est quelque chose qui est donc extraordinaire, c'est-à-dire que pendant une compétition sportive, même ceux qui ont les armes déposent leurs armes pour regarder la compétition sportive. Donc le sport est un vecteur de paix aussi. Donc c'est quelque chose qui est très important. Donc pour les dates, nous pouvons isoler ces deux dates, 90, 2017, 2021, pour voir qu'effectivement, au niveau politique, au niveau de la violence, le sport et le football, ce n'est que les exemples de football, ont apporté quelque chose à la cohésion sociale et quelque chose dans le penser les imaginaires, P-A-N-S-E-R. Donc, à la réalité, le sport c'est un véritable vecteur de paix à travers la possibilité d'annihiler les différences, de faire en sorte qu'on ait, je ne sais pas, je vais dire processus de socialisation, un processus de socialisation qui soit un processus positif. Parce qu'il n'y a que le sport qui permet à un individu qui est perdu pour la société, qui a quelques activités physiques, de devenir un membre du corps social. Et c'est très important pour une société. Merci. Prof, parlons de la dimension loisir de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun. Les loisirs, comment est-ce que le sociologue peut les avoir appréciés? Oui, d'abord le foot lui-même, c'est-à-dire que c'est une dimension majeure qui était attendue par d'abord les principaux acteurs, les grands acteurs économiques autour de la construction des hôtels, des espaces de vie, les bars, les échoppes, puisque
à partir du moment où vous faites venir chez vous, où vous attendez un nombre incroyable de personnes, il faut s'attendre effectivement à améliorer, à diversifier, à offrir, disons, une plateforme d'espace de jeu, de loisirs qui s'impose. Et donc, dans ce schéma, même si je n'ai pas été particulièrement attentif à tout ce qui se faisait, mais les relais médiatiques dans le quotidien de la CAN nous ont fait parvenir des clichés qui attestent de ce que, effectivement, il y a plusieurs formes de Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas dans ce cas précis. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue sur l'aire de jeu, le stade, les équipes. Bon, il y a d'autres Coupes d'Afrique des Nations qui se passent. De se jouer. Ça peut se passer dans les gradins, on voit comment ça se passe. Ça peut se passer dans des, comment vous appelez ça, des tribunes réservées avec du dom péridon, etc. Ça peut se passer sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, le phénomène du supporterisme, c'est-à-dire cette sorte de petite polémique entre... c'est aussi une forme de loisir parce que quelque part, les sports, surtout les sports collectifs, bon, même certains sports individuels, et surtout le foot, est l'idéal type majeur de vraiment de la bagarre ritualisée, c'est-à-dire de la guerre ritualisée, c'est-à-dire l'idée qu'il y a affrontement entre deux nations, c'est pas des armées, c'est comme si c'était des armées fictives enfin, qui s'affrontent, chacun ayant derrière lui ces gens qui poussent des cris, bon, tout ça en fait, tout ça tourne autour du loisir avec toutes ses implications, avec toutes ses formes. Je n'irai pas jusqu'à faire des enquêtes là-dessus. Peut-être qu'on aura sans doute dans les 9 mois qui arrivent, bien sûr, quelques naissances Coupe d'Afrique. Bref, c'est pour dire que c'est le moment où, disons, les bénéfices les plus immédiats. En général, si vous interrogez nos amis économistes avec leur propre base de données, je crois que c'est le domaine qui a le plus... toutes les boîtes de nuit étaient surchargées, la plupart des bars étaient surchargés parce que tout le monde voulait découvrir. Donc tous les espaces étaient pratiquement, chaque jour où il y a match, avant le match, à la fin du match, dans l'inter-espace où il n'y a pas de match. On a tous vu ça dans la plupart des villes, notamment qui accueillaient, et surtout avec ce phénomène en partie facilité, et c'est un paradoxe, en partie facilité par le contexte Covid. Vous connaissez bien les mesures qui avaient été et qui ont limité en partie l'enthousiasme à aller physiquement dans les stades, oui. La réalité des fans clubs, des fans zones, comme on les a appelés. Les fan zones, c'était des lieux de fête. Parce que c'était la fête matin, midi, soir. Et je vous dis ça, l'économie du loisir a disons, connu là un moment de grande effervescence. Et en sachant que, et c'est ça la dimension, pour chuter par là, la dimension qui était en discussion avec vous tout à l'heure. C'est-à-dire que comme phénomène religieux, parce que finalement c'est une religion païenne, mais comme phénomène religieux, on se rend bien compte que la religion ne relie pas simplement, elle divise aussi. Oui. C'est-à-dire que quand vous dites entre les gens de confession musulmane, les gens de confession, ceux-ci croient que c'est eux qui ont le meilleur Dieu, l'autre croit que non, le Cameroun c'est la meilleure équipe, ils ont triché. Ça provoque donc des phénomènes, effectivement, des fusions, de confusion, qui peuvent parfois entraîner même des bagarres physiques, mais tout ça finit par se dissiper dans le principe du fair play, et ça diffuse une ambiance qui est disons, à la reconstitution des liens sociaux vers plus de calmie et de paix. Je poserai la question au docteur Francis Bourg tout à l'heure sur la dimension culturelle de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant, je voudrais d'abord rappeler qu'ils sont nombreux, nos étudiants, qui viennent nous voir en disant qu'ils n'ont pas de sujet. Ça peut amuser, prof. Mais en séquençant cette partie, c'était justement pour montrer à nos étudiants qu'il y a une pluralité, une pléthore de sujets qu'on peut
qu'on peut, qu'on peut détacher d'une telle compétition et y travailler. C'est pour ça que j'ai bien voulu que... Absolument. Oui. Et d'ailleurs, la thèse de notre collègue burundais qui enseigne à l'UQAC, Désiré Manirakiza, c'est sur le sport loisir, c'est-à-dire le 2-0. Le 2-0 du dimanche, il a construit l'essentiel de sa thèse, non pas autour d'une très grande question, les Coupes d'Afrique, mais sur le 2-0, qui est devenu quelque chose d'extrêmement prégnant dans la culture sociale du loisir ici. Le dimanche ou le samedi, les gens se retrouvent, passent toute une journée et construisent toute une socialité spécifique autour de ce qu'ils appellent le 2-0. Avec vraiment ces mécanismes de cooptage, des assistances, etc. Donc vous avez absolument raison. Merci pour toi, Francis. Allons-y, la dimension culturelle de la Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'on a sur le plan culturel gagné en tant que pays Cameroun, en tant qu'Afrique? Nous avons tellement gagné parce que notre culture a été vraiment médiatisée. Pas par des canaux habituels, mais parce que toutes les villes qui habitaient les rencontres avaient des cultures précises inventées. Lorsque vous alliez à Bafoussam, c'était différent que lorsque vous étiez à Yaoundé, c'était différent que lorsque vous étiez à Douala. On a également remarqué que les gadgets étaient également une fonction des cultures. Vous avez vu, il y avait des gens qui se faisaient coudre des maillots qui donnaient une idée, une image de leur culture propre. Vous voyez, il y avait des gens qui avaient des t-shirts, qui avaient un peu des dessins de l'Obom, qui avaient des t-shirts qui avaient des dessins de la culture de l'Ouest, du Nord et de partout. En dehors de ce vestimentaire, il y a également eu la gastronomie. Tous nos visiteurs ont découvert nos menus. Nous avons par exemple lu une journaliste algérienne qui appréciait le bongo camerounais, qui appréciait le poisson braisé. Et ce n'était pas qu'elle. Toutes les délégations ont découvert, ceux qui étaient à Bafoussam ont découvert le taro là-bas, ont découvert le cuit, ont découvert l'avocat pur Bafoussam. Et à partir de là, sont allés avec de bons souvenirs. On n'a pas que notre culture a vraiment été très vendue pendant ces compétitions, dans les stades comme en dehors des stades, dans les fan zones, dans les résidences, parce que ceux qui recevaient des invités ne leur donnaient pas la nourriture qu'ils mangeaient chez eux. Ils leur donnaient une nourriture typiquement camerounaise et traditionnelle, pas du poulet rôti que nous avons tous les jours, mais plutôt peut-être du ndomba, du poulet, peut-être de l'équane, peut-être du kati-kati, pour que cela aille avec une idée d'une culture diversifiée de l'art culinaire camerounais. Donc à partir de là, et le professeur Lekal a dit, la CAN, vue sur le plan du football, serait limitée. Nous avions plutôt une CAN culturelle. Et je mets donc le football dans cette culture, le football comme jeu. Nous avions une CAN culturelle qui a vendu le Cameroun à tous les niveaux. Vous avez vu au niveau des hôtels. Le gouvernement a assez travaillé dessus parce que moi j'ai un peu enquêté dessus. Le gouvernement s'est inspiré des erreurs de 1972. Vous avez laissé les opérateurs économiques à la vindicte au point où ils étaient obligés d'utiliser les hôtels des internationaux. Or cette fois-ci ce ne fait pas le cas. Il n'y a pas un seul hôtel d'un national qui a été lésé. D'ailleurs, le gouvernement les a accompagnés. On vous a par exemple dit qu'à Tajidor, le gouvernement a accompagné Tajidor pratiquement de 15 000 de, je peux me tromper, mais ça a été de beaucoup de milliards pour finaliser son projet. Tous ces hôtels que vous avez vus rénover, c'est parce que justement, il fallait que les ressources financières restent sur place. Alors, non, mon centre publicitaire à Douala, la Côte d'Ivoire, seulement pour son séjour, a dépensé 3 milliards. Vous voyez donc que le propriétaire de cet espace hôtelier est rentré dans ses frais. Et à partir de là, c'était une fête qui a davantage vendu l'image du Cameroun. Et même lorsque vous alliez dans les hôtels, vous voyez que le service était différent. Les hôtesses, tout le personnel de l'hôtel avait des vestimentaires qui donnaient une information sur la culture du pays. Ce n'était plus des vestimentaires classiques que nous avions tous les jours lorsque nous allons dans ces endroits-là. Donc à partir de là, nous avions plusieurs cannes dans une seule canne. Docteur, est-ce qu'on peut regretter que ces mets traditionnels, par exemple, ne soient pas toujours répertoriés? C'est-à-dire, quand vous allez ailleurs, vous voyez l'art culinaire italien et vous voyez, on peut vous produire un document, parfois avec les méthodes de cuisson, je ne sais pas si je m'exprime bien. Est-ce qu'on ne devrait pas travailler là-dessus? Justement, la corporation, il faut bien qu'ils se réunissent, qu'ils commencent d'abord par protéger leurs mets
parce qu'on ne va pas seulement sortir en catalogue, il faut que les mets là soient protégés, soient des identités camerounaises reconnues internationalement, qu'on sache que le mbongo est une identité camerounaise. Et voilà comment le mbongo se cuisine. Et là, si on le retrouve en Côte d'Ivoire, que quelqu'un essaie d'imiter sans reconnaître, sans toutefois au moins dire à ses clients que c'est un menu camerounais, même si je le cuisine en Côte d'Ivoire ici pour le vendre aux gens. Et donc, il faut qu'il y ait une corporation, il faut qu'il y ait une organisation, par exemple comme l'Africa Food, il faut qu'il y ait une organisation uniquement des restaurateurs camerounais qui puissent donc protéger leur label et vendre cela beaucoup plus. Lorsque quelqu'un arrive au Cameroun, qu'il sache que voilà le mbongo, si j'ai pris un meublé, si je veux parler dans un restaurant, que je sache pouvoir moi-même le faire à la maison. Donc, c'est des organisations internes qu'il faille stimuler. C'est peut-être le petit couard, mais qui n'est pas véritablement lié aux organisateurs de la CAN. Docteur Claude Bekobo, vous nous avez déjà expliqué que le sport avait sa dimension éducative pour les acteurs. Maintenant, est-ce que pour les spectateurs, est-ce que pour ceux qui regardent, le sport continue d'éduquer? Bien sûr, le sport continue d'éduquer pour les spectateurs, pour les supporters, pour tous ceux qui sont autour du sport, c'est-à-dire qu'on appelle les auxiliaires du sport, pas seulement les acteurs au premier rang, parce que le sport permet une interaction, vous venez de parler de culture, une interaction culturelle entre les différents acteurs. Et l'interaction culturelle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce que Pierre Nora appelle la construction mémorielle. On vient de participer à une Coupe d'Afrique. Nous tous nous souvenons, où que nous soyons dans le monde ou en Afrique, de la cérémonie d'ouverture. Tout le monde va se souvenir de l'hologramme du lion qui, voilà, c'est cela qu'on appelle la construction mémorielle autour des questions sportives. Et effectivement, le Cameroun, la figure du lion est très importante et le Cameroun a bien fait de marquer d'un saut particulier cette cérémonie d'ouverture qui restera dans la mémoire collective. Maintenant, il faut, à côté de ces faits de mémoire, construire donc, comme avec Pierre Nora, cette mémoire collective. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui sont en charge posent des actes qui permettent de construire cette mémoire, de la maintenir, d'avoir des lieux d'identification, des lieux de représentation de cette mémoire collective. Le professeur Lecal a dit tout à l'heure, il est peut-être, humblement, je le dis, passé rapidement. Et je pense qu'il faut marteler, il faut à sa suite marteler que le Cameroun gagnerait, et avec ce que le docteur vient de dire, à pérenniser, à s'engager dans une stratégie de construction de cette mémoire sportive, puisque le professeur Lecal a reconnu, le sport est désormais le marqueur ou l'identité du Cameroun sur l'international. La paix, entre guillemets, a du mal à se faire un chemin aujourd'hui. Alors, il faudrait qu'on nous construise un panthéon du sport, qu'on puisse y retrouver le maillot de Roger Mila, le maillot de Mbappé Lépé, la godasse qui perçait les filets de Mbappé Lépé, toutes ces choses-là. Vous savez, il faut qu'on construise cette mémoire collective-là. Il faut vraiment qu'on y travaille. Parce qu'effectivement, le docteur Vaud disait très bien sur l'art culinaire. Mais vous ne pouvez pas exister dans la géopolitique mondiale si vous n'avez pas des titres de propriété. Et si vous ne construisez pas une stratégie pour avoir des titres de propriété mondiale, vous allez vous retrouver dans ce qu'il a appelé, soit d'autres vont s'approprier vos créations et les labelliser, et tant pis pour vous, soit vous allez être en train de revendiquer une originalité que vous allez passer le temps à démontrer pendant longtemps. Les affaires qui sont pendantes à l'UNESCO sur les questions de patrimoine le prouvent. Donc il y a un travail qu'il faut faire. Ce n'est pas simplement dans le domaine du sport où le Cameroun a du retard à l'image. J'appellerais ça du retard à l'image. Mais dans d'autres domaines aussi, nous venons de le voir. Le domaine culinaire, il l'a dit, il n'est pas exclu, il n'est pas interdit aux responsables qui sont en charge de ces questions-là de s'asseoir, d'étalonner, de labelliser et d'aller devant l'OAPI ou l'OMPI pour avoir... Nous avons le poivre de Penja.
je pense qu'il y a eu tout un processus pour qu'il soit labellisé. Pour qu'il soit labellisé. Mais nous n'avons pas que le poivre de Penja et nous ne devons pas juste nous satisfaire du poivre de Penja uniquement. Partout dans le monde, on connaît le poivre de Penja. Penja, c'est au Cameroun. Mais il y a l'ondolé, il y a l'ozome, il y a le coq. Ça se mange partout, mais ça s'appelle différemment. Mais nous pouvons labelliser le nom et ça ne se prépare pas comme au Cameroun. Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir des livres de recettes ainsi de suite pour dire aux gens comment est-ce qu'on le prépare. Mais première des choses, il faut d'abord avoir le titre de propriété qui permet sur l'international de pouvoir revendiquer et de pouvoir construire une identité. Hein? L'identité n'est pas simplement une donnée théorique. L'identité n'est pas seulement instituée, elle est construite. Elle est aussi construite. On ne peut pas on ne peut pas simplement nous dire que nous sommes Camerounais parce que nous mangeons du ndolé, parce que nous avons des attitudes au football. Non, nous ne sommes pas les seuls à manger ce type de feuilles. Mais nous avons une manière spécifique dans nos cultures. Les cultures camerounaises sont riches. Je pense que l'auteur va parler des danses traditionnelles qu'il y avait du Nord, qu'il y avait de l'Ouest, qu'il y avait du Sud. Nous l'avons vu dans la représentation lors de la cérémonie d'ouverture, des danses de plusieurs aires culturelles que nous avons présentées au monde. Maintenant, il est question de vraiment construire comme tout État rationnel dans l'espace international, construire une logique géopolitique. Et le Cameroun ferait mieux de s'inscrire dans cette logique, puisque le monde actuel est exclusivement concurrentiel, même dans le domaine du sport. On parle de géopolitique du sport. Tous les pays du monde veulent les victoires. Vous l'avez vu, le Sénégal est venu gagner cette Coupe d'Afrique. Mais vous voyez très bien que le Sénégal a travaillé pendant 8 ans au minimum, de manière stable, pour arriver à ce résultat. Donc ce n'est pas un résultat qui est surprenant. Nous tous, nous avons bien, tout le monde a félicité ce succès parce que c'est un succès préparé. Il y a donc une logique stratégique. Vous avez vu que le Sénégal a construit un stade et que ce stade a été présenté, a été ouvert d'une certaine façon. L'inauguration a été pensée à l'américaine. C'est-à-dire que c'est une inauguration qui était un show. C'est une leçon pour l'Afrique. Ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal n'a pas de Coupe d'Afrique à organiser. Pas du tout. Mais le Sénégal est dans une logique stratégique. Il faut... Or, nous avons les stades au Cameroun qui sont plus importants que ce stade qui a été inauguré. Je suis désolé de vous le dire. Nous avons même des gymnases au Cameroun, le gymnase de Japoma, qui sont aux standards internationaux, mais que nous n'avons pas inauguré. Est-ce que nous avons pensé à inaugurer nos stades? Est-ce que nous avons pensé à faire des cérémonies? Il y a une culture de la célébration et de la commémoration. Il y a une culture de la construction identitaire. Il y a une culture de l'hommage qu'on doit apprendre à mettre en œuvre au Cameroun. Nous avons parfois des joyaux. Nous avons parfois des avantages comparatifs, David Ricardo, par rapport à d'autres, mais que nous ne portons pas à la connaissance des autres. Nous célébrons un stade alors que nous avons un stade qui est dans les standards internationaux, plus important que celui-là. Mais le Cameroun, ce n'est pas connu. Donc, le sport, le prétexte de cette discussion autour du sport est très intéressant pour adresser des questions qui sont périphériques autour du sport pour notre pays, le Cameroun. Je pense que c'est aussi ça le sens de l'émission. C'est urgent de construire une stratégie. J'espère que nous allons y revenir sur la construction de ces infrastructures et tout, et l'avenir que ça peut donner pour le Cameroun. J'espère que nous allons y revenir. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense qu'il était très important d'appuyer l'idée du professeur Leca tout à l'heure, qui est le premier à l'avoir dit dans cet échange, de dire qu'effectivement, il faut construire autour de cette valeur du sport, parce que je pense que c'est ce qu'il a voulu nous indiquer. Il y a une route, c'est une voie qu'il a voulu nous montrer, qu'effectivement, ça ne sert à rien de vraiment vouloir maintenir un leadership sur la paix qu'on a effectivement perdu. Il y a autre chose qui peut permettre que le Cameroun soit pointé dans l'espace international. Depuis 1990, le football a inscrit le Cameroun dans l'ordre de la connaissance des pays dans le monde. Il faudrait que ceux qui prennent les décisions
essaye un peu de voir comment améliorer la stratégie de présentation du Cameroun dans l'espace international. Merci, docteur Congo. Pour ça, en le cas, j'avais prévu de parler d'un moment économique, mais je pense que le docteur l'a évoqué. Est-ce que la CAN a été un succès politique aussi? On ne peut pas s'abstenir de le dire. Est-ce que le politique a gagné quelque chose sur le développement de la CAN? Bon, c'est évident, mais les évaluations sont toujours extrêmement... disons, il faut tenir compte de plusieurs variables. Le premier succès politique est lié au fait qu'il y avait un courant d'opinion relayé par un certain nombre de polémiques un peu avant la CAN qui soutenait l'idée que le Cameroun n'était pas prêt, que le Cameroun n'avait pas aménagé toutes les conditions pour accueillir la CAN. Et parmi ces conditions, il y avait bien entendu la question des infrastructures, dont on sait que certains ont été livrés pratiquement la veille de l'arrivée des délégations. Et parmi ces conditions, il y avait également des conditions sécuritaires, sur lesquelles un doute persistait à être entretenu. Or, la compétition a bien eu lieu. Nous avons vu, pour ceux qui étaient présents dans les stades, aux environs des stades, ceux qui ont été accueillis, hébergés dans des hôtels, que les infrastructures étaient tout à fait disponibles. Et donc, bon, sur la question, effectivement, sécuritaire, en dépit, disons, des phénomènes qui peuvent survenir partout, une agression d'un journaliste ou de deux journalistes par là, 2 tirs de feu qui peuvent inquiéter là-bas du côté du Nozo, ça a été un succès. Ensuite, d'un certain autre point de vue maintenant, on a bien vu que même les courants politiques qui essayaient d'entretenir, disons, l'idée que ce n'était pas une bonne affaire, ont fini par être un peu plus discrets. Il y a bien eu, dans le contexte, un certain nombre de courants politiques, des partis politiques qui essayaient de... Ils ont fini par s'aligner, on pourrait le dire ici. D'un point de vue spécifiquement lié à la communication, disons, politique autour du président de la République lui-même, là également, il est quand même constant depuis quelques années, notamment depuis que les circonstances liées à la Covid-19 ont réduit de manière significative les apparitions physiques. Il faut savoir que le président de la République, de manière classique, en tout cas au Cameroun, s'exprime à peu près 3 fois de manière statutaire. Il s'exprime le 31 décembre, on le voit apparaître à la télévision, mais il s'exprime devant le corps diplomatique pour présenter les vœux au corps diplomatique et au corps constitué. Et là, il y a une apparition physique. Et il s'exprime le 10 février pour son discours à la jeunesse. Bon, l'apparition physique, sans la médiation de la télévision qui est rendue possible le 10 février et le 31 décembre, ça s'est poursuivi. Mais des apparitions physiques, notamment liées à la présentation devant le corps diplomatique, ça a été un peu absent. Bon, le 20 mai a été suspendu puisque c'est là où il apparaît aussi. Bon, les audiences à la télé, ça pouvait toujours laisser l'impression que, on a vu donc le président de la République, on a pour certains au moins la certitude que nous n'avions pas affaire à un zombie ou à un sosie. Donc, lorsqu'on prend en compte la plupart de ces paramètres, c'est-à-dire que si vous prenez l'indicateur sécuritaire, l'indicateur en termes de marketing international, cet indicateur de contexte politique un peu tendu du fait d'un contexte post-présidentiel inachevé, tout ça permet de penser que il y a effectivement eu un succès politique. Et nous avons bien vu comment est-ce que le président de la République, ou je ne sais pas, les différents organisateurs autour du président de la CAF, de la FIFA, etc., étaient quelque part tout à fait en intelligence. Et donc, je crois que si on s'appuyait sur ces indicateurs, on peut provisoirement affirmer avec un minimum de crédit que cette CAN fut un succès politique. Absolument. Merci, professeur. Il nous reste 30 minutes à peu près pour que notre débat soit
davantage riche. Nous avons quand même avec nous des doctorants. Nous allons leur laisser la parole. Le process est simple. Vous vous levez, vous vous présentez et vous posez la question en indiquant le panéliste à qui vous posez la question. Je suis Clémence Mboutu, doctorante en sociologie et travaillant sur le management des aires protégées et le développement de l'écotourisme en contexte camerounais. Ma question, donc j'ai deux questions pour à la fois le docteur Claude et le docteur Nigo. La première question est, lors d'un numérique de Cameroun Tribune, il y a eu la grande affiche Opération Opération Stade Plein, ça mort. Ma question est de savoir comment expliquer et même comprendre le fait que cette action, en fait, le fait de cette action forte de l'État a mobilisé, il y a eu tout un décret pour pouvoir mobiliser les personnes au stade. Et moi, je fais le parallèle avec d'autres domaines. Ça montre qu'en fait, il y a des possibilités de pouvoir prendre, de pouvoir avoir des mesures fortes pour pouvoir résoudre certains problèmes qui sévissent dans notre contexte. Comment comprendre et expliquer le fait qu'il y ait ce penchant-là, particulièrement par rapport à cet événement et qui ne se déploie pas forcément pour d'autres secteurs. D'autres circonstances. Cette question est pour le docteur Claude. Et puis maintenant, par rapport au docteur Mouveau, au niveau historique, c'est clair que la discipline ne fait pas dans la prospection, mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous analysez les prédispositions à pouvoir développer le tourisme. Permettez, c'est mon domaine, à pouvoir développer le tourisme. Si on prend la date de 72 que vous maîtrisez et celle de 2021, qu'est-ce qui a été mieux fait? Qu'est-ce qui aurait pu être fait, ou soit qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte dans les prévisions de 72, soit dans les erreurs de 72. Bon, ce sera tout. Merci. On va prendre d'autres questions. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Bourg Christophe Olivier, doctorant au département de sociologie et étudiant au collège doctoral régional Humanité et Société coordonné par l'AUF. J'avais une contribution avant de poser une question. Je ne sais pas si c'est possible. Allez-y. En fait, je voudrais ajouter à ce que les maîtres ont dit. Le football, le sport participe à la promotion du vivre ensemble et la pacification des rapports sociaux entre les acteurs. On va prendre un exemple simple. En contexte de Cannes, lorsqu'il nous a été donné de circuler dans la ville, dans les taxis, les fan zones, et on était toujours dans la célébration des performances des joueurs, de la qualification des buts marqués, et à aucun moment nous n'avons vu les échanges entre Tontina, Sardina, les échanges entre, même à la télévision, c'était difficile de diffuser les émissions où il y a des discussions politiques entre le MRC, le RDPC, mais également le football participe également à la consolidation des liens entre les États. Si on se réfère par exemple à la Coupe du Monde 2010, où le Cameroun et le Ghana étaient les équipes qui sont restées au plus haut niveau de la compétition en quart de finale et en demi-finale. Après l'élimination du Cameroun, nous avons vu pratiquement toute l'Afrique derrière le Ghana qui, lorsqu'il a été éliminé avec le but de Hassan Mouadjan qui a été un penalty manqué, toute l'Afrique a sombré. On voyait déjà un État africain aller en demi-finale et cela également, on peut également voir ça après la Coupe d'Afrique de 2021 où le Sénégal remporte une CAN dans notre pays. Après quelques jours, ils font la valorisation de leur stade construit. On fait appel à Samuel Eto'o pour aller participer à l'inauguration de ce stade. Donc, le sport participe à la consolidation des rapports inter-États. Et lorsqu'on parlait également de la fragilisation des liens au niveau de le sport réuni, le sport divise, on peut voir la division au niveau des
par exemple, des discussions sur Internet, dans les zones, les fan zones, par exemple sur les performances des joueurs, non pas sur l'appartenance ethnique comme le docteur Mvola dit, mais par exemple sur les performances des joueurs, parce que les jugements sont parfois subjectifs, c'est chacun qui a son joueur, qui, en fonction de ses performances, il y a donc des préférences et différences. Donc c'est un peu ma petite contribution à tout ce que les maîtres ont dit. Mais maintenant, je voudrais poser la question au docteur Claude, qui a dit que le sport était régi par des règles. Claude Djabéa. D'accord. Claude Djabéa. Le sport était régi par des règles et placé sous la tutelle des organisations. Et j'aimerais peut-être qu'il nous donne son appréciation de ces controverses entre le ministère des Sports et la Confédération sur le maintien ou la résilience du coach après l'élimination du Cameroun à la CAN de 2022. Merci. Bonjour, moi c'est Son Elvis, étudiant en doctorat 1. Étudiant en doctorat 1, option sociologie politique, que j'ai écrit sur les usages politiques de la musique, ma thèse. Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est au docteur Mvo sur est-ce qu'on peut faire une étude comparée ou une étude comparative entre la politique du sport au temps d'Ahidjo, dans la période d'Ahidjo, et la période de Paul Biya, pour essayer de voir le crédit que les deux régimes ont apporté à la chose sportive. La deuxième question est adressée au professeur Amand. En fait, on est tous Camerounais, on l'a présenté ici, mais il s'observe que le Camerounais, soit ordinaire, soit le Camerounais ontologique, retient que les expériences négatives, c'est-à-dire les polémiques. Ce qu'on retient après la CAN, c'est on oublie très vite les expériences, si on ne nous rappelle pas, si les bons mémoires ou les meilleures mémoires essayent de nous donner des séquences. Qu'est-ce qui explique que les Camerounais ne retiennent que ce qui fait problème? C'est-à-dire on retient plus aujourd'hui les influenceuses que peut-être les buts qu'Abouaka a eu. Qu'est-ce qui peut aider à ce qu'on, dans le Cameroun aujourd'hui, pour comprendre? L'autre question que j'avais, je voulais poser au professeur Amand, c'est comment est-ce qu'on peut situer la problématique des identités entre le sport, peut-être la culture et peut-être nos réalités profondes. Quand je dis nos réalités profondes, vous avez évoqué le 2-0 du professeur Maniakiza. Mais dans la même thèse du professeur Maniakiza, il évoquait aussi qu'il y avait un problème de clientélisme entre les aînés et les cadets. Il y avait aussi un problème de tribalisme, que les groupes de 2-0 étaient fermés. Cette fermeture-là, en soi, pose aussi un problème d'intégration. Je vous remercie. On continue. On prend tout le monde? Oui, ok. Bien. Merci aux maîtres qui viennent de nous faire cette présentation. Je suis Joseph Atangana, doctorant en sociologie, option humanité et humanité. Ma question s'adresse au docteur Claude Djabéa. En fait, au regard des différentes victoires camerounaises à la CAN et la récente organisation de la CAN Total Énergie, est-ce que le sport, dans ses différentes catégories, en général, mais également avec une insistance sur le football, est-ce que le sport ne pourrait-il pas être revu ou revitalisé pour qu'une construction logique, n'est-ce pas, des victoires se fasse et dans toutes ces strates-là, et que nous n'ayons plus l'impression d'avoir des victoires un peu volées, puisque d'autres pays travaillent à construire leur football ou leur sport depuis des bases pour aboutir jusqu'au sommet. Mais on a l'impression qu'au Cameroun, on vient parfois récolter là où on a passé. Donc, cette question-là vous concerne. Pour le docteur Mvo, j'ai une question. Pensez-vous que la victoire, ou plutôt les victoires sportives
constitue ou ont constitué un enrobage pour faire passer des pilules amères en termes de réforme économique. Donc voilà mes 2 questions au docteur. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie-Bernadette Gatinga-Chala, doctorante en sociologie politique. Je tente de comprendre les mutations qui s'opèrent dans le domaine de l'emploi à domicile à l'ère de la décentralisation au Cameroun. Ma question s'adresse au docteur Ngo. Tout à l'heure, là, vous avez parlé d'un bilan post-scan, où vous avez souligné qu'on a vu des améliorations au niveau du personnel des hôtels. Vous avez aussi parlé de la vente des mets traditionnels et la restauration. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut situer la problématique de mutation sociale dans le domaine de l'emploi à domicile. Merci, chers amis, pour cette riche contribution. Nous allons commencer par le docteur Mvo pour la réponse aux questions. Ok, merci. Je vais commencer par la dernière question. Comment situer la problématique des mutations sociales dans le domaine de l'emploi à domicile? Ça ne dépend véritablement pas de moi ou de vous, mais de ceux qui structurent ces politiques d'aménagement professionnel au pays. Mais maintenant, il faut bien décliner les aspects juridiques qui vont fonder cela. On ne va pas créer de l'emploi sans adosser cela à des lois. Il faut des incubateurs d'emploi. À partir de là, c'est seul le politique qui en est capable et nous impose dans la manœuvre. Maintenant, on a vu qu'avec la CAN, il y a des niches d'emplois qui se sont créés. On peut donc pérenniser cela, on peut davantage exploiter ces niches-là pour faire des petites et moyennes entreprises dans des cadres beaucoup plus codifiés. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet. Maintenant, la balle est dans le camp de ceux qui décident. Ils ont vu, il y a certainement des gens qui sont en train de mener des études dessus. Nous espérons qu'à la fin, nos dirigeants vont lire le rendu de terrain de tout cela. Ces travaux. Ouais, de tous ces travaux. La suite de l'autre question. Maintenant, la question de M. Atangana. Que pensez-vous des victoires sportives? Enfin, il souhaite savoir, est-ce que les victoires sportives ne sont pas cette chambre-là qui cache la forêt et qui permet aux dirigeants politiques de prendre des décisions sur les faits de la joie? Bon, monsieur Atangana, ce n'est pas parce qu'on a gagné une compétition qu'on ne va pas être lucide. On ne va pas, par exemple, parce que le Cameroun a gagné une compétition, dire que non, désormais le prix du pain c'est 200 francs et on va applaudir. Non. La CAN est passée, nous l'avons aimée, mais nous revenons à nos réalités quotidiennes, à être toujours ceux-là qui veillent pour l'équité, pour la justice et qui rappellent à l'ordre les gouvernants, parce qu'il ne faut pas toujours qu'on pense qu'ils sont des dieux. Ils disent des choses et nous devons, lorsqu'elles ne nous plaisent pas, de leur faire entendre par des canaux normaux. Donc, on ne va pas accepter que parce que les Lions ont gagné une compétition, qu'on nous dise le lendemain que, par exemple, les grosses universités ont doublé. Non, parce qu'on veut récupérer l'argent qu'on a perdu au Limbi. On ne va pas accepter cela. Donc, il faut toujours avoir en éveil une certaine conscience républicaine et tu vous dis, il y a un temps pour chaque chose. La CAN était là pour un but. Elle a certainement servi de levier communicationnel et diplomatique au Cameroun. Certainement, par le biais de la CAN, je suis sûr, si vous demandez un visa aujourd'hui pour aller dans un pays, on va dire oui, il ne viendra pas nous donner coronavirus parce qu'il y a eu CAN chez eux et qu'à la fin, on n'a pas dit qu'il y a eu des morts suite à la COVID-19. Donc, on ne peut pas mêler la victoire de la CAN ou l'organisation de la CAN aux décisions que les politiques pourraient prendre. Restons en éveil. Et madame, c'est M. Essono, bien. M. Essono souhaitait une étude comparative entre les politiques sportives d'Aïdjo et le président Biya.
Je n'ai pas véritablement encore fait une étude comparative à ce sujet, mais si on se base seulement sur l'infrastructure, on dirait qu'il y a une différence avec le président Ahidjo, avec les réalités de son temps, parce qu'il faut bien contextualiser chaque chose, avec les réalités de son temps, a pu bâtir une politique sportive qui lui tenait à cœur. Maintenant, Dr Bokomba a rappelé le texte de 1972 sur les équipes nationales du Cameroun, qui a été revu en 2014 tout récemment. Bon, c'est bien le président Ahidjo qui est le premier à penser que l'équipe nationale du Cameroun doit pouvoir avoir un statut particulier. Surtout qu'il faut rappeler le concept et le contexte ici important. C'est le livre du Dr Claude Bekombo qui nous l'apprend. C'est que ceux qui ont obtenu la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique de 1972 n'avaient pas mandat d'aller poser cette candidature. Le président Ahidjo est pris sur le fait déjà accompli. Donc c'est pour ça que après la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quand le texte dit par exemple que l'équipe nationale c'est la propriété de l'État du Cameroun, c'est justement pour dire aux gens s'il y a une décision à prendre dans ce cadre-là, c'est l'État qui doit prendre la décision et pas des gens qui sont allés pour accompagner. Donc à partir de là, l'équipe nationale devient comme une sorte un acteur de la diplomatie du Cameroun. À partir du texte de 1972, vous allez vous rendre également compte qu'au PIF, le président Ahidjo a dû construire le stade Amadou Ahidjo, quelque chose comme ça, juste pour servir de ça dans quelques temps, en moins d'1 an. Et il n'y avait pas cette poussée technologique que nous avions aujourd'hui avec le président Biya, qui a pu construire, d'ailleurs en 40 ans de pouvoir, qui a pu construire ce stade en peu de temps, avec les moyens technologiques de son temps, avec les outils médiatiques de son temps. Bon, si on ne sait pas comment on pourra faire une étude comparative, est-ce sur la longue durée par rapport au nombre de temps mis au pouvoir, est-ce que c'est là? Est-ce par rapport aux moyens économiques? Est-ce par rapport à la mentalité des hommes? Encore que chaque leader a une vision pour chaque secteur d'activité. Peut-être qu'avec le président Ahidjo, le sport n'était pas sa priorité. Peut-être qu'avec le président Biya, par rapport au contexte, le sport doit être sa priorité pour penser un certain nombre de plaies. Et certainement la raison pour laquelle il s'est battu corps et âme pour qu'il n'y ait plus un second glissement de la compétition qui a eu lieu il y a quelques mois ou quelques jours au Cameroun. Je crois que c'était les quelques questions. Je pense qu'il y a la question de la dame. Ah, vous parliez, vous pouvez la rappeler? Oui, comment est-ce que vous évaluez les préparatifs en termes de valorisation touristique? Voilà, ok, merci. La CAN en elle-même est un élément de tourisme. Parce que lorsqu'un pays a l'organisation d'une compétition, ce pays-là aménage un certain nombre d'infrastructures, pas seulement sportives, hospitalières, hôtelières, et c'est chacun qui se met en branle pour donner la meilleure image possible du pays. C'est tout cela combiné qui fait donc de ce pays un acteur du tourisme, une destination touristique. Il y a également ce chacun qui essaye, en fonction de ses moyens, de promouvoir l'image du pays. Nous avons par exemple parlé au cours de cette émission de l'alimentation, des menus, de la gastronomie, avec toutes les différentes composantes que notre pays peut regorger dans ce secteur, qui sont également un acteur du tourisme, parce que le tourisme, c'est pas que les hôtels qu'on va visiter, c'est pas que les habillements, c'est également l'art culinaire, c'est la danse, ce sont même nos habitudes qui ont été revues, parce qu'on nous disait, comme des blagues, essayons de mieux nous comporter, il y a les étrangers, essayons de laver nos voitures, il y a les étrangers, il y a même un maire qui a demandé qu'on essaye de laver nos murs, parce qu'il y a des étrangers, comme pour dire, dès que les étrangers partent, bon, vous pouvez encore les salir. Donc, la CAN, le tourisme, c'est tout ça, et la CAN a regorgé tous ces aspects du tourisme. Comme toute compétition, même vous-même, lorsque vous devez recevoir les invités à la maison, vous essayez quand même de vous mettre sur votre 31 pour que les invités aillent avec la meilleure image possible de votre domicile. Et c'est également, plus ça à part, la CAN a aussi servi de levier touristique au Cameroun. Et partant à l'Afrique tout entière, puisqu'à partir du Cameroun, les autres ont eu une idée et ont compris que l'Afrique peut faire de grandes choses. Personne n'avait imaginé qu'on pourrait servir une si grande cérémonie d'ouverture et de clôture de cette compétition. D'autres ont même été surpris
que nous avions assez d'énergie électrique pour pouvoir supporter cela. C'est également un bilan positif que nous mettons à l'actif de cette compétition et qui certainement va nous permettre demain d'en organiser d'autres. Merci, docteur. Oui, merci beaucoup pour les questions. Alors, Madame Clémence Mbouche, je pense que c'est cela. Elle me demande en somme si les décisions prises pour faciliter la participation des spectateurs au stade par le gouvernement ne peuvent pas faire l'objet, toutes choses étant égales, à d'autres décisions dans d'autres domaines. De la même manière, c'est-à-dire que la proactivité avec laquelle on a résolu ce problème ne peut pas être transposable ailleurs. Oui, à partir de Jürgen Habermas, qui parle de l'espace public et de la construction et de la structuration de cet espace public-là, surtout de la manière avec laquelle les dirigeants construisent ou aménagent les logiques de fonctionnement dans cet espace public, on peut se poser la question. Pourquoi est-ce que l'État du Cameroun n'est pas si proactif dans d'autres domaines? Mais je vous rejoins en vous disant que oui, il y a eu cette décision, mais cette décision aussi fait suite à je ne vais pas critiquer, mais je vais quand même observer que nous avons eu aussi un drame que nous regrettons à Olembe, faisant suite à cette décision. Donc la décision, c'est pour ça que je parle de Jürgen et je convoque Jürgen Habermas, parce que quand vous prenez des décisions dans l'espace public, il faut aussi penser aux conséquences, aux effets de la décision et prendre des mesures de sauvegarde. Et ici, on a eu l'impression qu'il y a eu une décision qui a changé la perspective de ceux qui devaient participer au stade, mais qu'il n'y a pas eu des mesures d'accompagnement de la dite décision qui nous ont amenés à cet incident regrettable. Mais la décision était bonne, nous comprenons votre question, parce que c'est plus dans le sens de la proactivité de l'État pour résoudre des problèmes. Et effectivement, le problème a été résolu. Donc c'est une bonne question, c'est la réponse que nous pouvions vous apporter. J'espère qu'elle est satisfaisante. Oui, l'État peut changer sa manière de son processus, ses habitudes décisionnelles en se calquant sur ce que l'État a fait dans la question que vous avez posée. Alors, M. Vogo Christophe Olivier m'a demandé de savoir que le sport est régi par des règles et il voulait savoir si est-ce que je peux apporter, à partir de ma connaissance des règles, une réponse à la question de la FECAFOOT, au ping-pong entre la FECAFOOT et le MINSEP. Alors, je vais être très bref en disant simplement que, en réitérant que les équipes nationales, les sélections nationales, depuis 1870, n'ont jamais été l'affaire d'un État. 1870, c'est les premiers matchs internationaux, c'est l'Angleterre contre l'Écosse. Et c'est pour ça qu'on dit que le football vient d'Angleterre, parce que dans les années 1800, c'est les universités anglaises qui ont commencé à pratiquer, d'où les lois de Cambridge, jusqu'à ce qu'on crée un championnat professionnel en Angleterre à partir de 1850 jusqu'à ce que ça se consolide aujourd'hui. Nous avons donc la FA en 1870 qui a organisé le premier match international. Donc c'était le président de cette FA qui a organisé un match entre les joueurs de nationalité anglaise et les joueurs écossais. Donc l'État, depuis ce moment-là jusqu'à ce que nous ayons la création de la FIFA en 1904, il n'y a pas eu de match d'équipe nationale créé par les États. Donc les équipes nationales appartiennent aux fédérations. Et les textes camerounais, vous voulez parler du contexte camerounais, le confirment, autant le décret de 1972 que le décret de 2014 n'attribue pas la propriété de l'équipe nationale à l'État. Non. Le décret de 1972 faisait comprendre à tous les acteurs du mouvement sportif que toutes les décisions, que l'organisation et le fonctionnement de l'équipe nationale relèvent de la prérogative de l'État. Donc l'État ne s'est jamais octroyé au Cameroun l'équipe nationale de football et il ne va pas commencer aujourd'hui. Donc le décret de 2014 qui a été pris sur les sélections nationales dit clairement que la gestion sportive, administrative et technique de l'équipe nationale revient à la fédération. Il y a une convention qui a été prise entre le ministère et la fédération
pour mettre en œuvre ce décret, la Convention ne peut pas être contraire. Et elle dit qu'effectivement, en matière de sélectionneur, puisque c'est votre question, que ces questions-là sont laissées au choix de la FECAFOOT après un avis obligatoire du ministère des Sports. Alors, l'avis obligatoire n'est pas un avis conforme. Il faut bien préciser cela. Le seul avis qui tient le détenteur de la prérogative, c'est l'avis conforme de l'autorité. Donc, à partir de là, les choses sont assez claires. Je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer très longtemps. Il y a une dernière question qui m'a été adressée. Est-ce que le sport ne pourrait pas revitaliser, enfin les victoires, voilà. Je pense que c'était sur la géopolitique du sport. C'est M. Joseph Atangana, je pense. C'était sur la géopolitique du sport. Est-ce que, voilà, la question c'était en gros, est-ce qu'on ne voit pas qu'au Cameroun, on doit aussi se préparer, qu'on doit être professionnel par rapport à d'autres pays qui se préparent et qui viennent gagner? Est-ce qu'on n'est pas fatigué de gagner partout? Embuscade. Je crois que c'était ça le fond de la question. Monsieur Atangana, je pense que je ne trahis pas le fond de votre question. C'est Monsieur Atangana, excusez-moi. Oui. Alors, je pense que je ne trahis pas le fond de votre question. Alors, nous sommes dans la géopolitique du sport aujourd'hui. Nous ne sommes plus le sport, ce n'est plus, c'est plus l'époque pamphilique ou les Jeux iso-olympiques. Nous sommes dans la géopolitique du sport. Les puissances dans l'espace politique cherchent à être des puissances sportives. Puissance sportive veut dire quoi? Que les États veulent pénétrer l'administration des organisations internationales en y mettant les candidats de leur nation pour pouvoir influencer. Les États veulent avoir aux Jeux Olympiques, dans le ranking des médailles, leur pays au sommet. Les États veulent avoir les meilleurs entraîneurs, les États veulent avoir des meilleurs prospects. Enfin, je dis ça en anglais, mais les stars, les grandes figures. Et vous voyez donc qu'il y a dans la géopolitique du sport les petits pays comme le Qatar, comme la Guinée équatoriale, comme la Jamaïque, qui développent des véritables stratégies de domination par le sport. Domination ici, il ne faut pas entendre domination par la domination dans la puissance militaire, mais la soft domination. Vous posez une question essentielle pour laquelle je suis très sensible. D'ailleurs, il y a un travail en cours sur la puissance sportive étatique qui va sortir d'un moment à l'autre, qui démontre effectivement que les États, et c'est surtout ce travail, je l'ai fait pour les États africains, parce que les États africains ne doivent pas être dupes. La construction des stades, vous me permettez de finir avec la construction des stades. Le Cameroun doit développer nécessairement une stratégie d'organisation des compétitions internationales agressive. Je dis bien agressive, j'assume, je suis camerounais, régulière d'organisation des compétitions sportives. Je ne parle pas que du football, puisque nous avons conçu des complexes. Nous devons accueillir des compétitions de basket, de volley, d'athlétisme au Cameroun. Et la prochaine CAN au Cameroun, le Cameroun doit s'activer pour que dans moins de 10 ans, la CAN revienne au Cameroun. Et le Cameroun doit se donner les moyens. Le Cameroun doit pouvoir organiser des compétitions, les Coupes du Monde U16, U17, U14, ainsi de suite, de toutes les catégories de disciplines sportives pour permettre ce roulement-là. Donc, il faut que le Cameroun passe de la géopolitique des pays qui reçoivent, qui vont participer, à une géopolitique des pays qui organisent. Il faut donc que l'État change de paradigme, que cette épistémologie change, cette posture change et que les acteurs du sport national aussi doivent changer. Les fédérations doivent arrêter de voir les choses en termes de quand on va participer à l'extérieur, ça donne les frais de mission, ça permet d'aller se balader. Mais oui, disons les vérités, nous sommes entre nous au Cameroun, on peut se dire les vérités. Ça permet de se balader en organisant plus, ils auront aussi assez de fonds pour s'en sortir. Voilà, je pense que c'était les questions qui m'étaient adressées. Il y a une question de Clément, je crois qu'il vous était également agressé. Elle a pris le titre dans le journal Stade. Ah, d'accord. Sa mort, comment comprendre cela par rapport. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. En prenant Jürgen Habermas et l'esprit. Professeur? Oui, chez moi, la moisson n'est pas très abondante, donc je ne serai pas long. La question de la mémoire de la polémique et la mémoire de la défaite, la mémoire des mauvais souvenirs, bien sûr en problématisant un peu, ça nous introduit aux réflexions de Paul Ricoeur sur la mémoire, l'histoire et l'oubli. Pour dire que je me souviens d'une phrase, elle doit être d'un théologien et anthropologue ivoirien, dont j'oublie le nom,
qui disait que l'histoire est comme une machine qui recycle souvent les ordures. Bon, il arrive très souvent que vraiment des choses qu'on a cru enterrer et qui sont passées reviennent très souvent à la surface, disons, de la discussion publique ou médiatique, ou parfois intellectuelle, ou parfois savante. Je crois que c'est une constance. C'est une loi un peu de l'histoire des sociétés, mais qui permet quand même de se rendre compte que la mémoire, c'est pas l'histoire. La mémoire sélectionne dans l'histoire un certain nombre de faits, de phénomènes saillants qui peuvent aider soit à résoudre des problèmes, soit à réveiller des situations, soit à reprendre la discussion sur un certain nombre de sujets. Et très souvent, ce qui apparaît constant est que cette sorte de mémoire que vous considérez comme une forme de mémoire négative, qui n'est pas en fait spécifique au Cameroun, réémerge toujours dans des contextes spécifiques, c'est-à-dire des contextes, disons, que je peux considérer comme des contextes d'indigence, mais d'indigence symbolique, soit parce qu'on a vécu une humiliation, parce qu'on a perdu, et on recommence à chercher soit des boucs émissaires, soit à chercher les bagarres, à se dire oui, mais lui aussi il avait fait ceci, c'est même peut-être qu'il avait commencé, etc. Ça ne veut pas dire que cette mémoire nationale ne célèbre et ne sélectionne que des déchets, que des fautes, que des défaites, mais c'est des circonstances qui surviennent. Et donc c'est aussi une invitation à être attentif à cette hypothèse intéressante que développait tout à l'heure mon ami Dr Claude Djabéa, sur le fait que si vous avez une stratégie, une politique mémorielle, et que vous fixez dans la mémoire des gens, avec tous les rituels que cela implique, de façon permanente des faits d'armes importants qui, de manière cyclique ou régulière, reviennent à la surface des discussions avec des espaces, des présences physiques. Il évoquait un panthéon, on peut parler d'un mausolée ou d'un musée ou ceci, où les gens vont visiter. Ça peut permettre effectivement de diminuer, disons, les remontées en surface de ces déchets qui sont parfois regrettables du point de vue des mémoires. Bien entendu, et c'est ça la deuxième question que vous posez, qui en partie liée avec toute cette problématique autour du sport, ou notamment du football en tant que jeu social total, ou action ou activité sociale totale. C'est-à-dire que ce soit le clientélisme, le tribalisme, le népotisme ou le clanisme, que vous identifiez à raison, comme bien d'autres, comme étant des anomalies de nos modalités de régulation de notre socialité, de notre vivre ensemble, le sport ou le football, en tant qu'activité du corps social, ne peut pas être en quelque sorte exempté. C'est-à-dire, et ça permet d'introduire effectivement une hypothèse critique sur le fait que oui, le sport n'est pas simplement cet lieu fluide d'égalisation des relations sociales et des rapports sociaux, parce qu'il permet à des inconnus de s'embrasser sans se connaître, parce qu'il y a un moment d'émotion collective intense qui survient. Oui, dans ces formes de structuration et de déploiement, etc., il peut aussi constituer un lieu de reproduction de cet art social, d'aggravation de ces stigmates sociaux, de pérennisation parfois de ces formes de clivage qui peuvent être regrettables, parce que pour le pratiquer, on s'organise parfois, et on peut s'organiser parce qu'on est ressortissant de tel, et on filtre un peu, on organise les hiérarchies, parce que c'est toujours des organisations humaines. On organise des hiérarchies, on filtre un peu, on introduit les principes, disons, de sélection, en insistant sur des préférences qui peuvent être subjectives, qui peuvent être critiquées ou pas, mais de toute manière, l'idée quand même, c'est de dire que oui, ça peut être ce lieu où se reproduit aussi un certain nombre d'anomalies qui sont tout à fait présentes. Et d'ailleurs, j'achève par là, la polémique n'est pas simple, parce qu'il faut écouter tout le monde. C'est-à-dire le réflexe nationaliste nous permet, avec tout ce que cela implique, de dire oui, comme tous les autres pays,
nous ne pouvons pas, avec tout ce que le football, par exemple, nous a donné, continuer à entretenir l'idée que c'est absolument un étranger qui doit... Parce que c'est un paradoxe qui peut paraître métaphysique, anthropologie, on se dit, mais il y a là un problème. Si en Coupe d'Afrique, on affronte l'Allemagne alors que c'est un Allemand qui nous dit, bon, ça, c'est vrai que c'est des problèmes importants, mais quelque part, et là, c'est pour ça qu'il faut que le sport, le foot nous aide aussi à affronter nos vieux démons. Tout à fait. Dès qu'on a fait le choix d'un entraîneur, fut-il l'un des plus compétents avec un bon CV, on sait toujours qu'il va être rattrapé par ces mêmes polémiques où il a pris beaucoup de gars de son ci, etc., etc. Donc, il va falloir donc, je crois, faire un important travail d'éducation civique approfondie qui peut permettre que le sport soit confirmé dans ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire le lieu où les différences s'effacent pour que vraiment les meilleurs, puisque c'est une compétition, les meilleurs esprits s'expriment. Merci infiniment, cher professeur docteur. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas sortir sans que je vous pose la question sur ce que nous coûte la Coupe d'Afrique. Parce que c'est quand même de gros moyens qui sont levés pour une compétition qui dure 4 semaines, alors qu'on a des problèmes. Ce n'est pas une particularité camerounaise, je le rappelle, mais tous les États le font. Mais comment comprendre cela, docteur Mo? On ne va pas compter pour sauvegarder l'image d'un pays. On ne va pas compter l'argent pour l'image d'un pays. Pour sauvegarder l'image d'un pays. Docteur Claude Kobo. Bon, je ne sais pas, coûte en termes financiers. Oui, la Coupe d'Afrique, selon toutes les estimations, nous sommes dans 780 à presque 800 milliards dépensés par le Cameroun pour construire des stades, pour rénover certains stades, pour améliorer des routes et pour améliorer le plateau technique des différents hôpitaux. Ça, c'est ce qui a été dépensé. Maintenant, dans un pays comme le Cameroun, voir que le footballeur Sergio Mané peut avoir une commotion cérébrale à Bafoussam et être soigné au CHU de Bafoussam sans qu'il y ait une intervention d'un hôpital de Yaoundé ou de Douala, c'est déjà appréciable pour ceux qui vivent à Bafoussam de savoir qu'ils peuvent avoir dans cette localité-là accès à ce type de soins. Ouais. Donc ce n'est pas quantifiable financièrement, mais c'est déjà un élément de développement. Alors, les sommes sont certes astronomiques, mais ce ne sont pas les sommes qui comptent. Ce qui compte, c'est la stratégie de rentabilisation de ces infrastructures sportives-là que développe l'État derrière. C'est-à-dire que ça reste un investissement. C'est-à-dire que ça reste, c'est purement un investissement économique. Il ne faut pas que, si il y a des États qui estiment que la Coupe d'Afrique c'est juste la fierté nationale, c'est l'image de marque qu'il faut défendre, on finira, comme dans certains pays que je ne citerai pas pour éviter des incidents diplomatiques, à avoir des stades qui sont des éléphants blancs, où aujourd'hui c'est les herbes qui poussent et ainsi de suite. Il faut nécessairement pour notre pays que les responsables s'asseyent pour développer des stratégies de rentabilisation des stades. Ce n'est pas sorcier, les autres l'ont fait. La majorité des pays qui ont fait des investissements pareils, les infrastructures sportives se gèrent en régie. C'est-à-dire qu'il y a des agences qui gèrent les infrastructures sportives, bien entendu, avec une convention de collaboration avec l'État, puisque c'est des infrastructures de souveraineté. Le Stade de France n'est pas géré par l'État français. La basilique Notre-Dame n'est pas gérée par l'État français. Mais il y a des agences qui sont spécialistes de ces questions-là, qui connaissent comment rentabiliser les stades et comment faire en sorte que ces infrastructures produisent un retour sur investissement. Quand un agent économique, l'État, nous parlons de géopolitique du sport tout à l'heure, l'État, dans l'intervention dans ces questions sportives, doit se considérer comme un agent économique rationnel. C'est-à-dire qu'il investit 780 milliards sensiblement. Les chiffres peuvent atteindre facilement plus loin, mais c'est les chiffres qu'on connaît au vu de ce qui a été dépensé pour les différents sites. Donc la somme fait sensiblement ces chiffres. L'État doit donc développer une stratégie de retour sur investissement à court, moyen et long terme, et avec une stratégie donc de gestion visible de cet argent, de ces infrastructures. Il ne faut pas que ces infrastructures soient remises
aux fonctionnaires. Ce ne sont pas des infrastructures qui sont comme un ministère ou une université. Non, ce sont des infrastructures qui sont censées être entretenues. L'entretien seul de ces stades coûte quelque chose. Il faudrait bien que ces stades-là puissent s'auto-financer, au moins s'auto-entretenir. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ces questions-là. Nous espérons sincèrement que ceux qui décident, ceux qui ont le pouvoir de décision, vont avoir la vision de nous éviter de nous retrouver plus tard à déplorer un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle les occasions, pareil, sont des occasions d'alerte. Nous ne sommes pas contre le Cameroun, nous sommes partis patriotiques de le dire. Nous ne partons à aucun parti politique. Nous sommes des experts et en tant qu'experts, nous allons un peu partout. Nous voyons comment les choses se passent partout. Nous pouvons aussi dire à ceux qui décident de faire attention à un certain nombre de choses. Merci, docteur, professeur. Oui, en effet, disons que dans une perspective, j'allais dire, africaine, en tenant compte des standards de vie, parfois des gens, on peut percevoir ça parce que c'est un coût énorme. C'est des investissements, c'est des sommes astronomiques. Et on peut y voir une forme de vanité. On peut aller plus loin, prof. Oui. On peut aller sur nos laboratoires à l'université. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire la critique intellectuelle d'une forme de vanité qui consiste à se dépenser et à dépenser d'importantes ressources pour un jeu, pour quelque chose qui... Mais cette critique intellectuelle peut être confrontée, disons, à une réalité. C'est pour ça qu'il faut approfondir la problématisation autour de ce phénomène qui n'est pas spécifiquement africain ou camerounais, mais qui est un phénomène mondial. La manière dont, disons, ce qu'on appelle l'ordre économique mondial, porté par le marché et le capitalisme dans ses propres transformations, travaille à enserrer tous les domaines de la vie sociale et à les transformer en objets et en objets marchands. Et les grands monopoles qui émergent aujourd'hui et qui vont plus loin que les monopoles classiques ou le monopole classique qu'avait pensé Max Weber, c'est par exemple le monopole des avoirs financiers légitimes détenus par des grosses organisations financières internationales et qui font que, effectivement, les gens construisent. C'est un capitalisme qui se construit en se nourrissant des émotions, et les émotions sont une réserve incroyable d'investissement. Et c'est pour ça que aujourd'hui on investit beaucoup dans des émotions. C'est pour ça que les gens vont regarder les grosses publicités, les grosses agences, les publicités autour des stades. C'est pour ça qu'on va assister davantage à la fabrication des grandes stars, qui en fait sont de grosses vedettes, mais qui sont en quelque sorte des esclaves des grosses organisations financières. On dit oui, il a signé un contrat de temps, mais une bonne partie appartient à tel, etc. Matin, midi, soir, il est traité comme un esclave, il doit s'entraîner 10 fois par jour, il n'a pas de vie, parce qu'il faut finir par fabriquer un Eto'o, un Ronaldinho, ceci, etc., pour que son maillot qu'il porte se vende un jour à 50 000 et se dispute. Donc, il faut être très attentif à ces prolongements du capitalisme qui se nourrit, disons, de nos émotions. Et l'impression, c'est une hypothèse ouverte, que nous sommes rentrés dans une phase de la civilisation du monde où les émotions sont prises plus au sérieux encore, notamment par le marché et le capital. Merci infiniment pour seulement le cas Somba. Merci, Dr Mvo. Oui, je voulais un petit... Lorsque je disais qu'on ne compte pas pour les marges d'un pays, je voulais également rappeler que les compétitions telles que la CAN, telles qu'elles sont pensées, ce n'est pas uniquement pour le jeu. C'est davantage pour développer les pays hôtes. La raison pour laquelle les cahiers des charges sont assez exigés, parce qu'on sait que nos pays africains, aucun gouvernement ne peut mobiliser en une année 1000 milliards pour développer son pays. On préfère donc donner une sorte de pression à un gouvernement, sachant que parce que vous allez recevoir 24 nations, vous devez avoir un plateau technique prêt, vous devez avoir des routes bonnes, vous devez avoir des hôtels au standing,
en dehors, bien évidemment, des stades. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on ne compte pas lorsqu'on va défendre l'image d'un pays. Parce qu'après tout, nous en sommes bénéficiaires. Et ce n'est plus le Bafoussam d'il y a 2 ans, ce n'est plus le Garoua d'il y a 2 ans, c'est Bafoussam Label, c'est Douala un peu plus aménagé, c'est Yaoundé un peu plus aménagé. Merci Dr Mvo, merci Dr Paul. Merci chers amis doctorants d'être venus enrichir notre débat, d'être venus participer à tout ceci. Nous voulons en faire, chers téléspectateurs, une tradition. Merci au laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Merci à Africa TV et à très bientôt sur notre chaîne. Merci. Merci.